Donc, le sujet aujourd'hui, c'était un peu la conclusion, ce n'est pas une conclusion, hein, bien sûr, mais l'extension des deux autres Coming Home qu'on a fait précédemment, donc, qui raconte quelque chose qui est du même ordre que ce qui avait été dit avant, mais d'une autre façon. Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai pris quelques notes pour être sûr de ne pas oublier quoi que ce soit dans la progression de ce que je voulais présenter. Donc, si on parle de Tokyo, vous avez compris que pour ceux et celles qui ont vu ces vidéos Looking for Atman, c'était carrément un sujet qui était hot, qui était brûlant pour nous tous. Et c'est intéressant parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ces vidéos, à ces 13 vidéos de Looking for Atman, mais de très, très, très grande majorité était à propos de cette histoire d'extériorité, donc de Tokyo. Est-ce que Tokyo existe ou pas? Et donc ça, c'est vraiment, vous comprenez bien que c'est une private joke, d'où mon attention de vous montrer ce qui se passe à partir de Tokyo. Voilà. Donc, bien sûr que cette histoire de Tokyo, ça peut être pour n'importe quel endroit. On a parlé de ça parce que c'était évocateur d'un endroit loin, d'un endroit qui, de toute évidence, existait par lui-même, que j'en sois conscient ou pas, que Alain et moi en parlions pas, que Tokyo devait exister. Donc, on va voir vraiment aujourd'hui les étapes de tout ça, hein, étape par étape, pour essayer de démystifier un peu tout ça. Mais d'abord, pourquoi on parle de ça? Parce que c'est vraiment là que c'est important de comprendre le contexte de cette discussion. Parce que sans ça, on rentre dans un aspect technique qui est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément motivant dans un premier temps. Vous avez vu Charles Coutarel hier, pour la plus grande partie, et puis José Leroy aussi. Et tous, et pas seulement eux deux, mais surtout eux, disent ce dont on parle est d'une simplicité incroyable. C'est la simplicité même. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qui empêche? Quel est l'empêchement de voir cette simplicité-là? Quelle est l'impossibilité à reconnaître cette simplicité-là? Parce que si c'est vraiment simple, ça devrait être accessible pour tous, et ça ne l'est pas. Donc, ma proposition, c'est de dire il y a des processus impersonnels que j'appelle Maya parce que ça me fait rire et c'est plus illustratif, mais qui sont à l'œuvre en permanence, qui racontent une histoire. Et cette histoire-là valide en permanence une forme d'existence séparée, localisée, indépendante de cette vie, et du fait vont en permanence masquer cette évidence, cette simplicité-là. Et Ramesh disait, Maya, donc cette illusion fonctionne à différents niveaux. Hein, donc ça, il ne disait pas que c'était juste un niveau, il disait plusieurs niveaux, en tout cas plusieurs angles d'attaque. Pour lui, l'angle principal était effectivement cette impression du libre arbitre. Donc ça, c'est un des aspects, donc je n'y retourne pas aujourd'hui. Il y a des vidéos pour ça, donc vous pouvez y retourner facilement. Le deuxième aspect qui est, à mon avis, très hypnotisant, puisque c'est vraiment un hypnotisme hein, dont on parle ici, et ce qu'on a vu la dernière fois ensemble ici sur Coming Home, qui est cette impression d'un centre de perception localisé, qui est en fait une forme de petit gremlin, j'appelle ça souvent comme ça, qui regarde depuis la tête, à travers les yeux, qui touche à travers les mains, qui entend à travers les oreilles. Donc, l'illustration de Men in Black, des petits extraterrestres qui étaient localisés dans des corps, qui est je dirais, la description habituelle de moi-même, généralement, en disant moi et ce qui regarde à travers les yeux, ce qui entend à travers les oreilles. Et logiquement, ça doit être quelque part dans la tête ou dans le corps, mais en fait, c'est un centre localisé, particulier. Donc, à partir de là, il n'y a pas vraiment possibilité de comprendre ce dont parle ce message non duel qui dit ce que l'on est n'a jamais été réellement un endroit particulier, une partie de cette manifestation-là. Et donc, voilà. Donc, c'est la deuxième possibilité de Maya, je dirais, de nous raconter une histoire de séparation. On l'a vu ça la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va parler du troisième outil de Maya, si on peut en parler comme ça. C'est en fait cette croyance en un monde existant, mais qui serait un monde qui existe en dehors de l'acte de perception, un monde qui existe par lui-même, un monde qui est immense, qui est menaçant, et qui serait l'endroit où moi, petit Gugus et petite Nana séparés, habiterais. Et ça, c'est vraiment, de toute évidence, une forme d'impossibilité de reconnaître l'intimité
avec cette vie, avec la totalité de ce qui apparaît. Cela que je suis est la totalité, dans cette lecture de la vie qui dit non, non, je suis une partie, mais il y a quand même tout le reste, et tout le reste, c'est extérieur, c'est une extériorité. Et cette extériorité, est-ce que réellement elle existe? Est-ce qu'elle n'est pas juste imaginaire? Donc ça, c'est le vrai sujet d'aujourd'hui. Alors, quand je parle d'une intimité, est-ce que vous vous rappelez, on a cité ça avec Alain peut-être même plusieurs fois, je parle du film American Beauty, que vous avez certainement vu tous, ou une grande partie, qui raconte la scène du sac plastique qui vole, qui est en fait un petit peu un marqueur pour la non-dualité. Pourquoi en fait, pourquoi cette scène-là est si particulière, si évocatrice? En réalité, c'est qu'elle n'est une évocatrice que si on comprend, non pas intellectuellement, mais existentiellement, que ce sac plastique, il ne vole pas à l'extérieur, il n'est pas là pour raconter une histoire là-bas, mais il est là pour raconter cette danse de la vie qui se passe en nous-mêmes, fait de nous-mêmes. Et donc, c'est cette intuition qui fait que dégagé de toute narratif qui dirait le sac plastique vient d'une usine à tel endroit, il a été amené par un tel, il sert à ça, il est de telle marque, en l'absence de tout narratif, de tout contexte, de toute extériorité, hein, de toute possibilité de replacer dans un contexte, ce sac plastique raconte juste son histoire qui est purement de l'ordre des perceptions finalement. On retourne à une perception pure, non entachée, non récupérée par l'interprétation de pourquoi ce sac plastique, comment ce sac plastique, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il n'est pas beau, est-ce qu'il ne devrait pas faire autre chose, etc. Non, dans ce regard, hein, dans ce regard désencombré on pourrait dire, de nos références, de nos points habituels, il y a une évidence, une intuition qui dit cette vie se danse, elle se sait directement et c'est suffisant, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc voilà, la ville de Tokyo, donc cette ville qui est là, qui est visible depuis la fenêtre de mon hôtel. Tiens, à ce sujet-là, il faut que je t'envoie la facture aussi pour l'hôtel. Est-ce que l'hôtel existe, pas l'hôtel, est-ce que Tokyo existe par lui-même? Est-ce que c'est une ville qui est indépendante de la perception, de ma perception ou de la perception de qui que ce soit? C'est vraiment la question. Et donc, on va y aller étape par étape pour essayer d'arriver à cette conclusion finale qui va peut-être révéler des choses surprenantes, qui vont peut-être répondre à cette question. Hein. Donc, je pose la question au départ, on y va et on essaye de voir ensemble si ça fait du sens pour nous tous. L'idée ici, de toute façon, c'est de voir dans un premier temps profondément. Je vous demandais d'être courageux et honnête par rapport à cette exploration-là, parce qu'il y a tout en nous qui va résister, qui va dire non, 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 c'est pas comme j'ai l'habitude. Et bien sûr que si c'était comme c'était d'habitude, ce serait facile. Et peut-être la seule réelle difficulté, c'est que justement, ce n'est pas comme c'est d'habitude. Donc, dans un tout premier temps, essayez de voir que la totalité de votre vie, depuis votre soi-disant naissance jusqu'à maintenant, et incluant cette conversation-là, tout ce que vous appelez moi dans ce monde, dans cette vie, n'est fait et n'a été fait que de perception. Et quand j'inclus perception, bien sûr, vous êtes suffisamment mûr pour comprendre que les perceptions, c'est aussi les perceptions mentales, donc des pensées qui racontent une histoire, qui s'en vont, des émotions qui racontent leur histoire et qui s'en vont, des oiseaux dans le ciel, toutes les formes au niveau de l'audition, au niveau du toucher, donc les 5 sens, racontent une histoire. Et ces perceptions-là, pour le moment, on ne pose pas la question de qui perçoit, ni de ce qui est perçu. Dans un premier temps, on pose la question, est-ce qu'il y a eu autre chose dans ma vie que des perceptions, incluant les émotions, perception d'émotions, perception de pensée? Est-ce que quelqu'un peut me dire, me témoigner d'une autre possibilité? Ben, j'ai un public conquis, mais bon. Tout ce dont je parle, c'est quelque chose qui peut être vérifié directement. C'est notre expérience directe. Pour le moment, j'enlève toute supposition de quoi que ce soit d'autre.
Je regarde ce par quoi et pour lequel on est tous d'accord, qui peut être vérifié directement à la première personne. Donc à la première personne, en tant que cela que je suis, je ne sais pas encore ce que je suis, mais en tant que cela que je suis, euh, tout ce que je peux dire, c'est que ce monde Armel, ce monde Didier, ce monde Alain, n'a été fait jusqu'à présent que d'un ensemble de perceptions, une forme de film multidimensionnel qui a inclus non seulement des images, du son, mais tout le reste, mais qui raconte une histoire. Est-ce qu'il y a, et qui raconte l'absence d'une histoire aussi, éventuellement. C'est voilà, c'est l'apparition et la disparition d'informations sensorielles. Donc là, on va essayer de regarder maintenant, si on est d'accord que c'est la seule chose, la seule expérience, puisqu'on parlait d'expérience avant, qui est décrit toute notre vie finalement, complexe, chaotique, extrêmement changeante, variable, modulant de plusieurs angles, que ce soit sonore, visuel, mental, donc d'histoire, de mémoire, d'informations de toutes sortes. Mais au final, c'est toujours des perceptions, toujours des sensations qui sont la seule matière dans notre vie. Maintenant, on va voir de quoi sont faites ces perceptions. Voilà, c'est ça qui va être intéressant. On va faire une toute petite exploration. On appelle ça une méditation, mais ce n'est pas une méditation. Essayez de suivre ce que je vais vous dire et essayez de voir si ça fonctionne pour vous, hein, si c'est quelque chose qui est aussi votre expérience. On va faire une petite exploration sur le son. Vous pouvez fermer les yeux, parce qu'en fait, c'est plus facile d'enlever une des informations, parce que d'être confortable, donc de ne pas avoir d'informations de clous sous les fesses, ça peut aider, et d'être dans une situation où il n'y a pas d'informations visuelles, ça peut aider, puisqu'on va se concentrer sur le son. Comme vous n'avez pas d'autres sons pour le moment que ma voix, je vais répéter les instructions plusieurs fois pour que vous puissiez utiliser le matériau de la voix Didier, donc de cette information sensorielle, de cette perception, de cette sensation, vous puissiez l'utiliser pour vérifier par vous-même. Donc, je vais vous demander d'essayer d'y répondre. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de lever la main et d'en parler, mais de vérifier pour vous-même sans utiliser la mémoire, et pas forcément en mettant des mots, en vérifiant intuitivement et surtout de façon expérimentale, directe dans l'instant, ce dont on parle. Alors, puisqu'on parle du son, on va essayer de cerner, d'essayer de voir où le son commence et où le son s'arrête. Quel est en fait réellement cette information qu'on appelle son, de quoi est-elle faite? Donc la première question que je vous pose, c'est où donc expérimentons-nous le son? À quel endroit? Donc vous entendez cette voix. Est-ce que vous pouvez, sans utiliser la mémoire, sans utiliser les informations que vous avez apprises à l'école ou quoi que ce soit, essayer de sentir à partir de où ce son-là, cette voix, cette information, voix Didier, est expérimentée. Donc je répète, pour créer un petit peu de matériaux pour vous, où donc expérimentons-nous le son? Donc on pourrait se poser comme question, est-ce que ce son-là, qui raconte une histoire, qui a du sens, mais qui a aussi une information d'ordre physique, est-ce que ça a une localisation? Si j'enlève le narratif qui dit « Ah bah oui, c'est Didier qui parle là-bas depuis l'Inde, et qui est à 8000 km », ce son-là, cette information voix Didier, où apparaît-elle? Est-ce que ça a une localisation? Cette localisation, si on peut dire, ben, peut-être qu'on pourrait juste dire que c'est ici, mais est-ce que c'est ici, c'est quelque chose de précis ou c'est quelque chose qui est diffus? Donc, je répète la question, est-ce que cette localisation-là est-elle précise ou est-elle diffuse? Est-ce qu'elle est localisée précisément dans des coordonnées, on pourrait dire, d'espace, GPS, à un endroit particulier, ou est-ce qu'elle apparaît sans possibilité de localiser ou de manière diffuse? Donc, à vérifier par vous-même où ce son, où cette voix Didier apparaît. Donc maintenant, nous allons chercher où commence et s'arrête celui ou cela qui expérimente le son. Puisque le son apparaît, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qui expérimente le son? Quel est le principe qui expérimente le son?
Est-ce qu'il y a réellement quelqu'un? Est-ce qu'il y a réellement un endroit particulier? Si on veut être honnête, hein, si on veut être vraiment, si on ne raconte pas l'histoire des oreilles, du cerveau, etc., où ce son est expérimenté, est-ce que c'est une localisation particulière? Est-ce que c'est une localisation qui pourrait, on pourrait dire par exemple, être à l'intérieur de la tête? Euh, Est-ce que cet intérieur de la tête n'est pas juste une forme d'habitude qui dit, bah oui, mon professeur de sciences naturelles m'a dit que c'était dans la tête, et depuis ce moment-là, je le crois. Je l'ai cru toute ma vie. Donc, donc vous utilisez ma voix. Cette voix qui vous parle en ce moment, s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui expérimente, est-ce que c'est localisé dans une tête? Est-ce que c'est localisé quelque part, en dehors de la tête, à 1 mètre, à 10 kilomètres? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une localisation? Est-ce que maintenant que vous avez essayé de voir ou de comprendre à quel endroit était le son et à quel endroit était celui qui expérimentait le son, est-ce qu'il y a réellement une différence, une bordure, une frontière entre ce qui expérimente, donc cela qui sait, et ce son qui est expérimenté? Donc, je répète, pour que vous ayez du matériau pour explorer, pouvons-nous distinguer une bordure, une frontière entre cela qui expérimente le son et ce son de voix Didier expérimenté? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez mettre à jour qui dit, ah ben oui, là, il y a franchement une différence, il y a le son et cela qui est expérimenté, il y a quelque chose qu'on peut décrire, qu'on peut mettre à jour et qui est localisé quelque part. Si cette bordure, cette frontière est impossible à trouver, est-ce que la conclusion qu'on pourrait avoir temporaire, on vérifiera plus tard, est-ce que ce son-là n'est-il pas fait d'autre chose que l'audition du son? Est-ce qu'en réalité, il y a deux choses, entendre le son et le son? Ou est-ce qu'il y a juste un événement qui est entendre son en un seul mot, finalement, qui raconte le son et qui raconte aussi celui qui l'entend ou cela qui entend le son? Est-ce qu'il y a le son et un centre de perception qui entend le son? Par exemple, si on enlève la partie audition de l'expérience du son, est-ce qu'il reste quelque chose du son? On enlève, je répète, pour que vous puissiez tester ça, l'expérience du son est faite d'une perception du son, de cela qui perçoit. Si on enlève l'audition, si on enlève cela qui entend le son, que reste-t-il du son? Est-ce qu'il y a encore, on peut encore parler de son? A priori, il ne reste rien. C'est un peu le koan zen qui parle de l'arbre qui tombe dans la forêt sans personne pour l'entendre. Est-ce qu'il y a vraiment un bruit? C'est quelque chose qui est intuitif, qui doit demander du courage pour essayer d'entrer dans cette possibilité qu'en réalité, il n'y a jamais eu autre chose euh, que cette danse de tout ce qui est perception, de tout ce qui est sensation. Et cette danse-là n'est pas faite d'autre chose que de cela qui est conscient, donc on va utiliser le mot à ce moment-là, qu'en réalité, ces deux éléments-là sont les deux faces de la même pièce et qu'il n'y a qu'une seule pièce qui est à l'œuvre. Alors maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut déduire que la connaissance du son est-elle différente de l'expérience du son? Est-ce qu'il y a vraiment deux choses? J'expérimente le son et je suis conscient du son que j'expérimente. C'est encore quelque chose qu'on a l'impression qui est en fait de deux ordres différents, mais est-ce qu'il y a vraiment l'expérience du son d'un côté et la connaissance du son? Je sais que j'expérimente le son. Est-ce que ce n'est pas exactement la même chose finalement? Est-ce que cette impression de cela qui connaît, qui fait l'expérience du son, est peut-être pas différente de l'expérience directe du son, qui, on l'a vu juste avant, n'est pas différent du son lui-même? Donc nous avons le son, l'expérience du son et la connaissance du son, donc la conscience du son, qui peuvent, dans un moment d'intuition, dans un moment de clarté,
être exactement la même réalité, exactement la même chose décrite de trois concepts différents, mais la réalité est la même. Donc, si on retourne à cette connaissance du son, qu'on appelle conscience finalement, c'est techniquement dans notre jargon non duel, on parle de conscience, qui serait le plus proche de l'essence de cela que l'on est, cette présence qui est là pour que l'expérience, pour que cette expérience du son apparaisse. Est-elle à distance? Cette connaissance, elle est à distance du son? Est-ce qu'elle est à distance de quoi que ce soit? Parce que cette conscience-là semble être peut-être comme une forme de témoin de toutes les apparitions et les disparitions à distance. Mais fondamentalement, est-ce qu'on peut trouver une distance? Ce serait 5 cm, 10 cm, 1 mètre? Si on enlève tout la mémoire de Didier à 8000 km, parce qu'on s'en fout. Ici, ce dont on parle, c'est la matière sonore, l'information sensorielle, l'information l'expérience et la conscience de cette expérience. Et ce que j'essaye de vous montrer ici, c'est qu'il n'y a aucune distance entre ces trois aspects-là, que les trois aspects-là sont exactement les mêmes. Et ce sont trois étiquettes d'une seule et même réalité. Donc, cela que l'on est, cette conscience qui semble être le plus proche de l'intimité de cette vie, qui dit je suis, qui dit cette présence, qui dit je suis et je sais que je suis, donc cette conscience ne serait de notre exploration sur le son, sur un événement particulier, ni à distance, ni différent de l'information sensorielle. Et l'autre chose qu'on voit aussi, on l'a vu tout à l'heure, tout le monde est d'accord, il n'y a jamais eu autre chose que des sensations, des perceptions. Donc, cela que je suis, qui est sensation-perception, est la totalité de tout ce qui nous est arrivé jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez le voir, ça, en fait? Je répète, ce son et toutes les informations sensorielles, quelles qu'elles soient, incluant les pensées, incluant les émotions, n'ont jamais été faits d'autre chose que de l'expérience de cette information sensorielle, de ce son, de ce visuel, etc. Et cette expérience n'est pas autre chose, n'est pas à distance de cette conscience qui, de toute évidence, est la condition absolument indispensable pour quoi que ce soit qu'apparaisse. Donc, conscience, expérience et perception sont synonymes. Ils sont juste trois étiquettes d'une même réalité. Donc, ce serait une pièce à trois faces qui serait ces trois faces qui sont absolument sans distance. Ce sont juste trois angles de vue. Et est-ce que ça ne vous donne pas immédiatement la réponse de dire, mais est-ce qu'il y a réellement une extériorité? Est-ce que cette extériorité a été vécue, a été validée une seule fois dans ma vie? Tout ce qui a été validé, c'est cette incroyable danse des perceptions, incroyable danse des Tokyo, des Lyon, de toutes les villes, de tous les amis qui sont autour, qui se sont tous passés ici et maintenant, qui ont tous apparu en cela, en cette conscience que je suis, et fait de cela que je suis aussi. C'est pas, on n'est pas un récipient pour le monde, on n'est pas une casserole dans laquelle il y aurait des ingrédients. Nous sommes les ingrédients eux-mêmes, mais pas en tant que matière, béton, fer, verre, atomes, molécules, etc., mais purement en tant que modulation de ce qu'on pourra appeler conscience. Que cette modulation-là est juste une forme de matérialisation, de manifestation de cette conscience non manifestée que l'on est, mais il n'est pas à distance, n'est pas autre chose, n'est pas un monde extérieur. Alors, est-ce qu'il y a une des étapes qui vous semble incompréhensible et on peut en parler à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vérifiable maintenant? Je ne vous demande pas de créer quoi que ce soit, de rentrer dans des états extatiques. On parle souvent de cette non-dualité d'une manière complètement fausse, en disant que c'est une forme d'expérience d'unité. Ce n'est pas du tout une expérience d'unité.
dans le sens où il n'y a pas des parties à mettre ensemble et tout d'un coup de vivre une expansion de conscience. Non, ce n'est pas une expansion de conscience. C'est la réalisation que tout ce qui est jamais, jamais, jamais apparu dans notre vie, à tous les niveaux que ce soit, des pensées, des émotions, etc., n'était pas fait autre chose que de cela que nous sommes intimement conscience, présence. Alors, est-ce que dans cette vision, dans cette compréhension-là, est-ce que les autres existent encore? C'est vraiment la question. Parce qu'on peut dire, oui, mais les autres, est-ce que ces autres-là ne sont pas une modulation de cela que je suis réellement? Et que, en réalité, Didier, en ce moment, du point de vue de Didier, il y a le Gugus Didier qui est là, qui a deux mains qui apparaissent et qui disparaissent, éventuellement des pensées qui seraient particulières, mais qui inclut un nombre incroyable en ce moment de versions qui sont tout simplement une extension de cela que je suis, qui n'est pas des autres là-bas vivant de manière autonome, localisée, indépendante. C'est valider ce qu'on vient de dire à la première personne. Hein, c'est de dire, c'est mon expérience intime, il n'y a pas autre chose. Maintenant, il est vrai qu'il y a des éléments communs dans ce monde. Là, en ce moment, on peut valider ça autour de ce Zoom, s'il y a une forme d'éléments communs. Donc, est-ce que c'est la preuve d'un monde qui existe par lui-même extérieur, fait d'autres choses que ce qu'on vient de découvrir? C'est-à-dire, comme la physique quantique le dit, en l'absence d'observateur, en l'absence de conscience, il n'y a rien, il n'y a juste rien. Et seule la conscience, seul l'observateur va pouvoir raconter une histoire faite d'atomes, faite d'éléments chimiques, etc. La physique fonctionne parfaitement bien à l'intérieur de cette manifestation-là, mais l'origine, la matière, est une matière qui est immatérielle parce qu'elle est purement d'ordre de conscience. Donc, si on prend ça comme information et qu'on considère qu'il y a en ce moment, en parallèle, un nombre infini de points de vue, non pas de personnes, mais de points de vue, et qu'il y a une cohérence entre ces points de vue qui racontent, parce que pour une histoire, pour être racontée, il y a besoin d'une forme de cohérence, un script, qui raconte le même script vu d'un angle de vue différent, avec des éléments communs et des éléments absolument non communs. D'où vient la cohérence? La cohérence vient d'une seule et même raison, non pas l'existence d'un monde extérieur qui existerait par lui-même, donc ce que j'appelle moi un substrat objectif, un monde qui est là et qu'on regarde de plein d'endroits, mais du fait que ce monde est jailli est précipité de cette unique source, de cette unique je suis, de cette unique présence, et raconté un peu comme une hydre aux mille têtes, en fait, de cette hydre se voit de façon multiple et cohérente, de toute évidence, parce que c'est la même réalité, quoi. Donc la cohérence du fait qu'on est d'accord qu'il y ait des éléments communs ne donne pas la preuve d'un monde extérieur, d'un monde qui existerait par lui-même, donne la preuve de la même source de toute cette expérience, de toutes ces expériences.